Qu'as-tu à nous dire sur le Proche-Orient? Je pense qu'il y a pas mal d'éléments à amener à nos spectateurs, étant donné que chaque jour, malheureusement, nous amène un nouveau lot d'informations, particulièrement inquiétants ou même tristes, surtout avec les actions, je pense, d'Israël au Liban actuellement. Sur les États-Unis, il y avait juste 2 mots à dire. Vous savez que nous avons reçu dans un grand angle le précédent David Lane, qui est un spécialiste hors norme, et d'ailleurs tout le monde se l'arrache maintenant sur les médias dissidents de réinformation sur la triche aux États-Unis et le système électoral américain digne d'une république bananière. Et donc pour lui donner raison, c'était la dernière en date, la Géorgie, swing state, un État pivot, a décidé de ne pas autoriser le double comptage, c'est-à-dire que on croira, on prendra pour argent comptant le comptage des machines. Il n'y aura pas un autre comptage manuel au prétexte que ça ralentirait les opérations de vote et qu'on ne saurait pas tout de suite le résultat, ce qui est une véritable imposture, on le sait, David Hell l'a compris, les démocrates systématiquement, et là c'est un juge démocrate qui a refusé ce double comptage, eh bien, essaie de faire en sorte que la triche soit la plus grande possible. On sait le danger par rapport aux migrants, ils sont très nombreux aux États-Unis, qui pourraient être envoyés dans tel ou tel swing state pour essayer de faire basculer le vote, puisqu'on sait qu'il se jouera à peu de choses près. D'après mes informations, ceci dit, il y a un espoir relativement intéressant et important de voir Trump revenir à la Maison-Blanche à partir du mois de janvier, et les élections de novembre, ça arrive très vite. On fera des émissions spéciales, évidemment, avec Raphaël et Lara sur ce sujet à l'avenir. Proche-Orient, il y a des tensions franco-israéliennes entre Macron, donc, mais bon, tout ça ne sont que des mots, et Netanyahou. Macron rappelle que l'État d'Israël doit son existence à une validation des Nations Unies, quelques mois après que leur déclaration d'indépendance ait été proclamée. Donc l'ONU, en effet, a validé l'existence et la création de l'État d'Israël, et Macron dit il serait bien que Israël se rappelle ce qu'elle doit à l'ONU plutôt que d'aller tirer sur les forces de la finule et ne pas respecter le secrétaire général des Nations Unies. Donc je dirais qu'il y a une tension, bon, qui est à mon avis, la France n'a plus de diplomatie depuis bien longtemps, elle n'a aucun moyen de faire entendre raison à l'irrationalité de Benjamin Netanyahou. Donc tout ça, c'est pour amuser le public. C'est comme lorsqu'il va en Arménie, juste avant la fin de l'Artsar, et la reprise par la force par l'Azerbaïdjan de territoire arménien. C'est pareil quand il va au Liban pour garantir la paix au Liban, et qu'on voit le résultat aujourd'hui. Donc le poids diplomatique, politique de la France est égal à 0 aujourd'hui. Et donc il ne faut pas s'attendre à ce que cette polémique, qui fait un peu de bruit, ait d'une quelconque conséquence à portée internationale. Elles n'en auront aucune. Sinon, oui, évidemment, les choses continuent d'un train d'enfer, et nous en parlerons, et c'est prévu d'en parler dans le grand angle avec notre invité Sylvain Ferreira. Voilà ce que J'aimerais que Lara puisse commenter sur ce que tu viens de quelques dire. Je mots pense après sur la Russie. avant de nous que tous les deux, Lara et moi-même, nous vous quittions pour laisser la place à Nicolas et Sylvain Ferreira, j'aimerais que Lara puisse quand même apporter certains éléments d'analyse, et qu'on puisse enfin, après Nicolas, terminer évidemment sur une petite mise au point sur l'actualité russo-ukrainienne qui permettra, voilà, de placer le cadre pour le grand angle. Donc Lara, je te laisse la parole sur ce que vient de dire tout simplement Nicolas. Bah, l'analyse, c'est plutôt un petit rappel, c'est-à-dire que la France a soutenu très fortement l'Arménie, et l'Arménie en a perdu un territoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a sur le plan international des amis à ne pas avoir, la France en fait partie. Là-dessus, à travers l'action d'Emmanuel Macron, on peut être sûr aujourd'hui que avoir un ami comme ami la France n'est pas du tout bon pour la géopolitique et la stratégie avec les voisins.
Ça, ils nous le prouvent sans arrêt. Donc Israël n'a pas de souci à se faire. Avoir comme ennemi la France n'augure pas de grandes difficultés par ailleurs. Si Emmanuel Macron n'a pas vu pour le moment que Netanyahou ne tient compte de personne actuellement, puisque maison, le fauteuil est vide ou mal occupé aux États-Unis, le seul qui pouvait dire quoi que ce soit, Netanyahou a les mains complètement libres. Bon, en tout cas, jusqu'à cette élection américaine. Moi, je voulais raconter une anecdote sur la Russie et qui peut-être nous concerne aussi, c'est qu'ils ils commencent à interdire une application qui est très utilisée en France, qui s'appelle Speed Test, par exemple, parce que les Russes se sont rendus compte que cette société Ookla, ça s'appelle, Speed Test pour les internets, tout ce qu'on pratique, même à la demande de nos fournisseurs d'accès, pour vérifier le débit d'internet qu'on a. Cette société, en fait, elle partage les informations sur la qualité des réseaux avec les services secrets. Donc, peut-être bon à savoir pour nous aussi. Et puis, vivent les petites sociétés françaises qui seraient capables de nous fournir ces informations sans aller les donner aux services secrets. Voilà. Mais merci Nicolas, donc merci Lara. Pardonnez, j'ai compris. C'est que je voulais redonner tout de suite la parole à Nicolas vu qu'il nous reste 2 minutes avant de lancer le grand angle. Donc Nicolas, peut-être faire une courte mise au point sur la situation russo-ukrainienne qui permettra d'introduire notre invité. Je le rappelle, Sylvain Ferreira, l'excellent Sylvain Ferreira de Veille Stratégique pour le grand angle. Nicolas, je te laisse la parole finale. On commencera justement avec Sylvain Ferreira juste après la fin de cette revue de presse par la situation en Russie, en Ukraine. Certains parlent de cessez-le-feu. Alors quand on veut un cessez-le-feu, quand on veut aller vers la paix, on commence à se dire on va devoir faire des concessions et on en amorce quelques-unes en se disant de toute façon il faudra que j'en donne un peu plus. Zelensky a bien débuté puisqu'il le disait encore hier, il ne cédera rien, pas un pouce de territoire. Il exige toujours le retour de la Crimée dans le giron ukrainien, l'intégralité du Donbass. Alors, bien sûr, il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la réelle politique de ce qui est de l'ordre des positions de principe. Qu'un chef d'État, même si, on le rappelle quand même, Volodymyr Zelensky n'est plus légalement, même pas légitimement, légalement président de l'Ukraine. Son mandat s'est achevé. Normalement, c'est le président de l'équivalent de la Douma ukrainienne qui devrait diriger au destin du pays de l'Ukraine aujourd'hui. Ça s'appelle la Rada. Voilà, la Rada, donc l'équivalent de la Douma en Russie, la Rada. Ce serait donc le président de la Rada. Donc c'est toujours Zelensky, et ça contrevient totalement à cet état de droit, ce sacré état de droit sacré, comme on nous l'a répété. Mais Nicolas, il présente aujourd'hui le plan de la victoire, Zelensky. Voilà, il continue. C'est aujourd'hui même le plan de la victoire. Voilà. Donc, ce qu'il y a surtout, c'est que nous avons un président ukrainien, légal ou pas, qui annonce déjà qu'il ne fera aucune concession à la Russie. Bon, la paix n'est pas pour demain, mais la capitulation peut-être pour après-demain. C'est la question qu'on posera à Sylvain Ferreira dans un tout petit instant, Raphaël. Exactement, tout petit instant, donc quand même, soyons polis et galants en même temps. Je laisse la parole de fin à Lara si elle a un commentaire à faire sur ça qui permettra de s'ajouter aux analyses qui vont être développées avec Sylvain Ferreira dans moins d'1 minute. Moi, j'avais juste une petite anecdote aussi, actuellement, ce qui prend beaucoup sur les réseaux russo-ukrainiens, ce sont des clips de propagande qui, par exemple, côté ukrainien, disent que quand les soldats ukrainiens se rendent, ils sont fusillés. Et du côté russe, c'est l'inverse, c'est dire que non, au rendez-vous, il n'y aura pas de soucis, etc. Voici les témoignages de vos confrères. Donc, c'est actuellement la guerre d'information bat son plein sur cet aspect de motivation de soldats. Donc, des soldats sont très, aujourd'hui peu motivés côté ukrainien et ont envie de se rendre. Mais comment faire pour pas qu'ils le fassent? C'est leur créer une forme de peur. Voilà.
Bien, merci Lara, merci Nicolas. En tout cas, chers spectateurs, on attaque tout de suite le grand angle et on se retrouve juste après, vers 9h, 9h15, après le grand angle. Donc tout de suite, Sylvain Ferreira de Veille Stratégique. Petit jingle, chers amis. Hop. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.